bienvenue dans le premier numéro de votre émission Mon modèle de réussite. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le Dr Babacar Diop, l'un des modèles de réussite professionnelle et politique de la jeunesse sénégalaise. Le Dr Babacar Diop est né en 1982 à Beïté Bakar, ancien président du foyer du lycée Malick Sy, ancien président de l'amicale des facultés, de la faculté des lettres et des sciences humaines, ancien représentant des étudiants à l'Assemblée de faculté, ancien représentant des étudiants à l'Assemblée des universités, ancien président de la coordination des étudiants thiessois, membre du bureau politique du PS de 2005 à 2017, ancien coordonnateur de la JDS, Jeunesse démocratique sénégalaise. Le Dr Babacar Diop, du haut de ses 37 ans, est auteur du livre intitulé « Le feu sacré de la liberté, mon combat pour la jeunesse africaine », édition Harmattan. Il est enseignant-chercheur au département de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop et maître conférencier dans la dite université. Il est aussi secrétaire général des Forces démocratiques sénégalaises, FDS. Monsieur Diop, ou plutôt Dr Babacar Diop, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de cette invitation et c'est un plaisir pour moi de venir échanger avec vous et à travers vous échanger avec la jeunesse de notre pays. Mais je dois dire que lorsque j'ai vu hier soir votre bannière défiler à travers les réseaux sociaux, j'ai sursauté, j'ai eu peur parce que je me suis posé une question: en quoi suis-je un modèle véritablement? Parce que pour plusieurs raisons, et j'ai encore les propos du sage Solon à l'endroit de Crésus, lorsque Crésus disait à Solon: connaissez-vous quelqu'un plus heureux que moi, en étalant ses richesses, son pouvoir, ses palais remplis d'or, de diamants. Solon lui disait que les vicissitudes de la vie nous réservent le plus souvent des surprises insondables, au point qu'il est difficile de juger quelqu'un qui est encore dans une course. Et quand on est dans une vie, on est encore dans une course. Et les propos du sage Solon sont encore dans ma mémoire lorsqu'il lui dit la divinité accorde ou considère celui qui est heureux, celui qui a réussi à faire l'intégralité de la course en gardant sa dignité. Donc c'est ça que le sage Solon lui disait: vanter donc le bonheur de quelqu'un qui est encore vivant, exposé au risque de l'existence, cela ressemble à proclamer vainqueur et à couronner un athlète qui combattrait encore. C'est un jugement risqué et sans valeur. Votre pari est très risqué. Le pari aussi que je prends est un pari très risqué parce que je me considère comme quelqu'un qui est encore dans une course. Maintenant, si votre rédaction a retenu cette idée et de faire de moi un parrain, l'idée est tentante, l'idée est honorable pour tout un chacun, mais je me demanderai de suspendre votre jugement et de laisser aux futures générations, si ces futures générations qui arrivent partagent votre idée, elle appartient à ces futures générations de ratifier votre idée. Merci, Dr Babacar Diop. Eh bien, chers internautes, nous avons eu raison de choisir ce monsieur-là comme modèle de réussite, notamment pour ce premier numéro. Il vient encore une fois de faire preuve d'humilité et de modestie et de leadership qu'il a su démontrer et assumer jusque-là. Dr Babacar Diop, veuillez s'il vous plaît nous dire votre conception du mot réussite. Je ne saurais le dire. Par contre, ce que je peux dire, pour moi, la réussite, pour moi, si à la fin de ma vie, si j'aurais réussi à réaliser des choses qui bouleversent l'ordre du monde, un ordre fondé sur l'injustice, la corruption, pour un monde plus juste, peut-être que ces futures générations pourront dire que j'aurais réussi. Alors, parlez-nous de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la philosophie? Aujourd'hui, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes enseignant-chercheur et en parallèle, vous êtes homme politique. Parlez-nous de vos débuts dans ces deux milieux.
Oui, des débuts comme les débuts des gens ordinaires. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Et je pense que j'ai eu la chance aussi de rencontrer des précepteurs, des maîtres qui étaient extraordinaires, qui m'ont inspiré. Et lorsque je suis venu à l'université chez Anta Diop de Dakar, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer un monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier, du nom du professeur Semou Pati Gueye. Je lui serai éternellement reconnaissant. Cet homme m'a permis à mieux organiser ma vie, à mieux organiser mon combat politique et mes études. Parce que lorsque je suis arrivé à l'université, j'ai inscrit sur mon cahier étudier et militer. Donc, j'étais engagé, très engagé dans le militantisme, parce que j'étais dans le mouvement étudiant où j'occupais des responsabilités dans ce mouvement étudiant. Et j'étais aussi étudiant en un certain moment, même je pense que j'ai failli négliger mes études. Et c'est ce monsieur-là qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé à mieux organiser mon plan de carrière en me disant que si vous voulez demain préparer votre futur, vous devez aussi prendre très au sérieux vos études, très au sérieux vos études. Et c'est pourquoi je lui serai éternellement reconnaissant. Le goût de la philosophie est né au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, où j'ai eu la chance de rencontrer un professeur extraordinaire, Abdelkader Mbengue, que je considère comme l'un des meilleurs professeurs de terminale. Et c'est comme cela, en abordant des thèmes comme la philosophie, la politique, l'art, donc tous ces débats-là, et que nous avions avec lui en classe de terminale, avec aussi des camarades de classe qui étaient très brillants. Je pense que m'ont préparé à faire le département de philosophie, et ça a été une chance extraordinaire pour moi de faire la philo. S'il y a quelque chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir fait le département de philosophie. C'est un département extraordinaire. Nous avons la chance d'avoir une discipline extraordinaire qui mène à tout. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, la philo mène à tout. Un bon philosophe qui chôme, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas, donc ce qui fait qu'elle mène à tout, à la communication, au journalisme, à la politique. La philo mène à tout. Et c'est une discipline extraordinaire qui vous apprend à penser, à réfléchir, mais surtout qui vous donne les outils de votre liberté, de votre autonomie. Il semblerait quand même que vous étiez le plus grand gréviste du lycée Malick Sy. Le plus grand gréviste, je ne saurais le dire. J'étais, oui, un gréviste à Thiès, dans un contexte très difficile, au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès. C'est l'année de l'alternance à Thiès. Il a fallu se battre pour défendre notre dignité et devant la puissance du pouvoir de l'époque, devant quelqu'un comme Mamadou Mbaye Diouf qui était le directeur des chemins de fer de l'époque, on était incorruptible. Et devant une telle situation, le pouvoir était très affaibli. Donc, ils n'ont trouvé d'autre moyen que d'user de la violence. Et ce sont des stigmates que je porte encore. Mais j'ai beaucoup appris au lycée El Hadji Malick Sy. J'ai appris de la générosité des gens de ma génération, de la disponibilité de notre jeunesse, de la disponibilité des élèves et surtout les attentes immenses. C'est là où j'ai compris les attentes des gens, de la jeunesse de mon pays. Et donc, cette grève-là a été longue, elle a été une grève très dure. Et donc, mais finalement, on avait réussi parce que à cette époque-là, à Thiès, il y avait un seul lycée. Et l'un des points de la plateforme, c'était la construction d'autres lycées à Thiès. Quand je vais aujourd'hui à Thiès, je vois 6-7 lycées. Je me dis que oui, on avait raison de mener cette bataille-là. Et donc, c'est ce que je peux dire sur l'étape de Thiès, qui a été l'étape du lycée Malick Sy de Thiès, qui a été une étape décisive dans mon engagement politique. J'ai appris à prendre la parole publique sous le baobab du lycée El Hadji Malick Sy de Thiès. Pour récapituler, nous pouvons dire que vous aviez choisi de faire la philosophie en classe de terminale et vous avez eu la chance de faire un très bon cursus, de fréquenter avec les difficultés des Sénégalais, des jeunes notamment, en particulier les élèves et ceux de Thiès surtout. Et à partir de là, vous vous êtes battu, vous avez décidé de vous engager en politique.
Mais sur votre page Facebook aussi, vous êtes revenu sur un événement assez douloureux, c'est-à-dire le décès de votre jeune frère, Amadou Diop. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez attendu de l'État dans ce type de situation? Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme politique, vous essayez de faire pour que les choses changent? Parce que comme on a l'habitude de dire, nous ne pouvons pas tout laisser à l'État. Il nous faut quand même nous aussi, en tant que citoyens, faire des efforts. Oui, sur mon engagement politique, bon, dire que j'ai choisi de faire de la politique, je ne peux pas le dire. Je pense que la politique chez moi, c'est plus même qu'une vocation, c'est une sorte de fatalité et qui me poursuit depuis l'enfance. Mon père était un lettré, j'ai eu la chance très tôt, avant même d'aller à l'école. J'ai entendu mon père très tôt, à l'âge de 5 ans, 6 ans, nous raconter des récits des gens ordinaires. Je ne suis pas extraordinaire, je connais des gens 1000 fois plus intelligents que moi lorsque nous étions en classe, au lycée, à l'université, mais qui n'ont pas eu la chance d'accéder là où je suis parce que les problèmes de la vie les ont brisés. Et quand je suis arrivé au niveau où j'en suis aujourd'hui, je me dis, moi, Babacar, ma responsabilité de retourner dans la caverne, d'y retrouver les gens qui n'ont pas eu la chance de gravir les échelons et de me battre à côté de ces gens-là pour leur offrir des perspectives économiques et sociales. Et quand je suis arrivé à l'université, la même année, je suis arrivé alors que ma maman était à l'hôpital. J'ai trouvé mon jeune frère, Amadou Diop, hospitalisé là-bas. Je n'avais pas de place à l'université, je n'avais pas encore de chambre. J'ai pris ma valise que j'ai mise sous le lit. Et ensuite, je suis retourné à l'université pendant 2-3 jours pour chercher donc où poser mes valises. Donc, c'est une histoire qui m'a profondément marqué et qui a bouleversé ma vie, qui a renforcé mon engagement. Quelques semaines plus tard, Amadou Diop va perdre la vie. Et après, ma maman m'explique que quand l'enfant était à l'hôpital, plusieurs fois les médecins sont venus lui dire: connaissez-vous quelqu'un dans le gouvernement ou quelqu'un qui a des moyens qui peut nous aider à amener l'enfant en France? J'étais révolté par cette histoire. Je me suis dit, comment on peut diviser notre société en deux camps, ceux qui peuvent se soigner et ceux qui ne peuvent pas se soigner? Ça a renforcé ma conviction. Et vous savez, dans mon engagement politique, moi j'ai un camp. C'est clair, mon camp, ce sont les gens ordinaires, les pauvres, les invisibles, les sans-voix, ceux-là qui n'ont jamais pris la parole, ceux-là qui n'ont jamais été compris et qui souffrent, qui aujourd'hui, certainement, au moment où nous enregistrons cette émission, ne vont pas prendre le déjeuner, ou ce soir ne vont pas prendre le dîner. Ces gens-là qui ont leur enfant malade, mais qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, simplement parce qu'ils ne peuvent pas donc payer les billets. Ce sont ces gens-là. Je pense que tout ce que je veux dans ma vie, c'est être la voix de ces gens-là, des gens ordinaires qui souffrent. Parce que, comme je t'ai dit, je viens de la nation la plus pauvre et la plus ancienne du monde. Et ma nation a souffert. Et dans mon enfance, j'ai rencontré aussi la pauvreté. Je suis né dedans, j'ai grandi avec cette pauvreté-là. J'ai dû mener un combat corps à corps contre cette pauvreté-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que tout le combat politique se résume en une lutte pour l'émancipation des classes déshéritées, l'émancipation des gens ordinaires, faire tout pour être la voix de ces gens ordinaires-là, ces gens-là qui n'ont jamais pris la parole. Maintenant, ce que j'attends de l'État, c'est un État social, plus démocratique, plus juste, un État qui redistribue de manière équitable les richesses de notre pays, un État qui refuse de mettre toutes les richesses entre les mains d'une minorité de riches, simplement. Et je pense que si l'État devient un État social, c'est un État qui pourra construire des hôpitaux, qui pourra construire des écoles, donc surtout penser aux classes déshéritées. Chers internautes, Dr Babacar Diop vient de mettre le doigt sur un grand nombre de choses.
Il faudrait savoir, et d'ailleurs c'est l'objectif de cette émission-là, qu'on n'abandonne pas ses rêves, que d'où l'on vient importe peu. L'essentiel c'est de savoir là où nous voulons aller. Il vient de nous donner cette preuve-là que ce n'est pas impossible, que l'argent n'est pas indispensable à la réussite, que ce qui est plus important c'est d'avoir une conviction forte et d'aller au bout de ses rêves. Il vient aussi de nous montrer qu'il n'est pas un professionnel de la politique, que ce qui l'intéresse c'est le peuple, c'est le bien-être du peuple. Et Dr Babacar Diop, je vais passer par là pour vous demander quel a été votre rôle aux événements du 23 juin. Oui, durant les événements du 23 juin, j'ai interpellé l'armée sénégalaise directement en disant que l'armée devait avoir le même comportement que l'armée égyptienne. Il devait interpeller les autorités et devait refuser de mater le peuple. L'armée devait avoir une position très responsable. Et nous avons organisé une manifestation devant l'état-major. Je pense que ça a été un acte décisif la veille des événements et je pense que ça a fait quelque chose dans la tête des autorités, cet acte que nous avions posé. Et en tout cas, on a été des acteurs majeurs visibles de cet événement du 23 juin et nous saluons encore la maturité de notre peuple, le patriotisme, parce que c'est un événement fondateur, un événement majeur qui a permis l'émergence d'une conscience citoyenne au Sénégal. Le fait que le peuple se mobilisa pour imposer à Abdoulaye Wade donc de retirer son projet constitutionnel, je pense qu'a été une victoire extraordinaire pour le peuple sénégalais. Vous parlez souvent de patriotisme, vous parlez souvent de jeunesse, vous parlez souvent de, comment dire, du renouvellement de la classe politique sénégalaise. Et pourtant, lors de ces dernières élections présidentielles, vous aviez choisi le candidat Idrissa Seck, en laissant de côté un jeune tel que le candidat Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Oui, cette question, elle revient, mais je pense que si vous rencontrez Ousmane Sonko lui-même, il sait que les gens de PASTEF ont fait des erreurs. Je pense qu'à l'endroit de FDS, je pense qu'il emporte une responsabilité énorme. Je peux le dire, je ne peux pas m'avancer, mais je pense qu'il emporte une responsabilité. Et lui, il le sait, les gens de PASTEF aussi, et donc le savent. Maintenant, ce qui a décidé donc de notre compagnonnage avec Idrissa, je pense que lorsqu'on portait sur les fonds baptismaux notre parti Force démocratique du Sénégal, il faut reconnaître qu'Idrissa a été le seul leader politique qui a eu l'intelligence de faire le déplacement, de venir. Ça a été extrêmement important et par la suite, il a gardé les relations et il a tout fait donc pour travailler avec nous. Je pense que nous nous sommes retrouvés autour d'un projet politique. Et nous l'avons poussé à comprendre les défis, surtout de changement, de rupture, les attentes de la jeunesse de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous l'avons soutenu. Plus qu'un soutien, je pense que nous avons organisé un congrès d'investiture à la place de l'Obélisque qui a été un événement extraordinaire. Et c'est ce congrès-là qui a relancé la campagne et la carrière même de M. Idrissa Seck. En tout cas, j'ai travaillé avec lui, je n'ai aucun regret. Et nous avons travaillé dans le respect mutuel. C'est un homme de parole, un homme digne, un homme debout, un patriote, et que je félicite donc pour son attitude très courageuse. Voilà. Dans l'avenir, que cela soit l'avenir proche comme l'avenir lointain, nous allons pardonner les erreurs, nous allons essayer de réunir les forces vives de la nation autour de l'essentiel, c'est-à-dire le bien-être des Sénégalais, c'est-à-dire combattre les injustices, c'est-à-dire restaurer un état de droit et toutes les valeurs nécessaires, dont l'éthique. C'est le seul combat, il n'y en a pas d'autre. Je pense que la politique politicienne, c'est un cycle qu'il faut fermer. Je pense qu'il faut passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc, ça c'est une tendance lourde dans la politique sénégalaise. La jeune génération doit assumer ses responsabilités. Mais assumer ses responsabilités pour la jeune génération, ça ne signifie pas déclarer une alternance générationnelle comme ça ne se décrète pas.
Pour moi, je ne sais pas ce que ça signifie l'alternance générationnelle. Par contre, ce